Frédéric, bonjour, tu es là? Absolument. Ok, d'accord. Dans une minute, voilà, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Patrick Delorme. Je suis consultant bilingue en promotion de la santé pour le réseau CS. Alors, bienvenue parmi nous et merci d'avoir pris le soin de vous inscrire à ce webinaire. Il y a d'autres personnes qui arrivent en ce moment. On va continuer. Alors, c'est quoi le réseau CS en fait? On est très content d'avoir ce partenariat avec l'association canadienne des organismes artistiques pour vous présenter ce webinaire. Le réseau CS offre des services aux groupes communautaires, aux réseaux, aux coalitions fondées sur une collectivité et nos services répondent à des besoins spécifiques de ces organisations et en mobilisant les membres de vos communautés, on vous aide aussi, on peut vous aider aussi à concevoir vos plans stratégiques, à aussi planifier et animer des ateliers ou des rencontres, des réunions avec vos partenaires. Et on peut aussi travailler à renforcer et à accroître vos capacités à offrir des services en français. Ça, c'est vraiment nos spécialités. Donc, vous pouvez nous contacter n'importe quand. On peut vous aider dans l'élaboration de vos politiques et dans l'établissement aussi de vos partenariats. Et tout ça pour créer ensemble des communautés en santé. Donc, voilà un peu ce que nous faisons sur tout l'Ontario. Et ce matin, c'est un exemple de collaboration qu'on a avec l'association l'association canadienne des organismes artistiques pour vous présenter ce webinaire sur les liens entre les arts et la santé. C'est souvent pas quelque chose trop connu, pourtant, il y a quand même des études, beaucoup d'évidences au Canada et ailleurs qui ont montré qu'il y a quand même des liens entre les arts et les indicateurs de santé. Ce matin, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Frédéric Julien, qui travaille dans ce milieu depuis plusieurs années, et soit en tant qu'artiste, ou en tant que gestionnaire de programme, ou en tant qu'expert conseil. Il est présentement directeur de la recherche et du développement au sein de l'Association canadienne des organismes artistiques. Frédéric aime vraiment développer des partenariats et collaborer avec des secteurs. Et il est là avec nous ce matin pour nous présenter ce webinaire. Juste avant, quelques instructions. Si vous avez des questions ou des commentaires, sentez-vous libre d'utiliser la boîte à clavardage qui est à votre droite et vous pouvez poster vos commentaires ou vos questions. Au cours du webinaire, on va avoir quelques courts sondages. On vous demande de participer à ces sondages et vous allez avoir la chance de voir les résultats immédiatement. Alors, je n'ai pas vraiment autre chose à ajouter. Je vais donc passer la parole à Frédéric qui pourra vous dire encore plus sur lui et sur l'association canadienne CAPACOA des organismes artistiques et les autres partenaires avec qui il travaille. Frédéric, à toi. Merci beaucoup, Patrick. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour parler d'art et de santé. Patrick vous a dit quelque chose à mon sujet. Donc oui, je dirige la recherche et mon intérêt pour les arts et la santé découle en partie du travail de recherche que je fais chez CAPACOA. J'ai mené il y a quelques années une vaste étude sur l'importance de la diffusion des arts vivants au Canada. Et puis, cette étude-là comportait notamment plusieurs volets qui s'intéressaient à la place des arts vivants dans la société et aussi à ses relations avec d'autres secteurs d'activité, notamment la santé. Je tiens à reconnaître le fait que je ne suis
pas un praticien moi-même des arts et de la santé, donc je vais reconnaître mon syndrome de l'imposteur aujourd'hui. Par contre, c'est un domaine que j'observe depuis longtemps. Je suis membre du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Santé. Je participe aussi à la coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle. Donc, c'est un sujet que j'observe de loin et que je trouve fascinant. Et je suis là aujourd'hui, en fait, pour vous partager ma passion pour ce sujet-là. Donc, quelques mots à propos de Capacoa et du réseau Les Arts à la Santé. Donc, Capacoa, c'est un regroupement qui soutient la tournée et la diffusion de spectacles au Canada. On a un volet de recherche, comme je vous l'ai mentionné, qui s'intéresse aux différents aspects du mieux-être qui sont liés à l'art. Donc, l'étude sur l'importance de la diffusion était une étude majeure. Et on a d'autres projets du même ordre qui sont en développement présentement. Le son coupe encore beaucoup. Je suis vraiment désolé. Je vais laisser les gens du réseau CS régler les défis au niveau du son et espérer que ça pourra être résolu prochainement. Quant au réseau Les Arts et la Santé, Arts Health Network Canada, c'est un réseau qui est essentiellement anglophone, mais qui comporte certains membres francophones. C'est destiné à être un point de ralliement pour l'ensemble de la communauté des arts et de la santé au Canada, qui est une communauté très diversifiée. Et donc, ensemble, elle s'est dotée du réseau Les Arts et la Santé qui lui fournit différents outils pour partager l'information, un site web, un bulletin électronique, etc. Je pourrais vous en parler un peu plus longuement sur la fin du webinaire, mais je vous ai fourni les hyperliens vers nos deux sites, Capacoa et artshealthnetwork.ca. Donc, ce sont deux ressources importantes pour vous permettre d'accéder à des informations en continu puis de demeurer à jour dans le domaine des arts et de la santé. Commençons par cette image-ci. Alors, lorsque vous voyez cette image, quelles sont les principales associations qui vous viennent en tête immédiatement? Donc, sans trop y réfléchir, vous voyez quelqu'un qui pratique une activité sportive. Ça vous fait peut-être penser au bien-être, peut-être à la santé. Ce sont normalement des associations qui vont de pair et qui sont généralement reconnues et acceptées. Si je vous présente cette image-ci ou ces images-ci, à quoi vous pensez maintenant? Est-ce qu'il y aura peut-être une certaine association avec le bien-être? Peut-être. La santé? Peut-être pas. Là, je vais vous présenter finalement la conclusion du webinaire en partant. Donc, si vous devez quitter à l'avance, vous connaissez la fin. Est-ce que si je vous présente donc une prescription pour un mode de vie sain qui inclut activité artistique et culturelle, ça vous semble logique? Peut-être pas pour l'instant, mais je souhaite que d'ici la fin du webinaire, ça vous semble tout à fait normal. Voici notre plan pour le webinaire aujourd'hui. Donc, on va d'abord faire une brève introduction au domaine des arts et de la santé. Ensuite, on va faire un survol de la recherche, qui est le domaine que je connais le mieux. On va aussi regarder, et là c'est fascinant, les mécanismes qui pourraient sous-tendre une causalité entre la pratique artistique ou la fréquentation culturelle et la santé. Ensuite, on va faire le tour de quelques idées, des ressources, on va regarder quelques cas particuliers. Ensuite, on aura notre période de discussion. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les partager pendant le cours du webinaire dans le clavardoir. Si vous voulez partager vos impressions, faites-le aussi sur Twitter en employant le mot-clic art et santé. Je ne pourrai pas interagir avec vous pendant le webinaire avec ce mot-clic-là puisque je suis déjà avec vous en train de parler. Mais je vous invite à aller donner un peu plus d'amplitude à nos discussions en recourant aux médias sociaux. Donc, et là, j'ai sauté le premier sondage, on va aller au deuxième. Excusez-moi, on viendra au premier après. Commençons par cette question-ci. Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Les arts et la santé sont intimement liés. Alors, vous pouvez passer au vote et nous donner votre avis sur ces questions-là. Voilà.
vous avez le droit d'être en désaccord. Je présume que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà un certain penchant positif en faveur des arts, et vous avez le droit d'être en désaccord. Et ici, la question, je la trouve intéressante parce que je choisis le mot intime plutôt que étroitement lié ou directement lié, parce qu'il y a effectivement, il peut y avoir une intimité, une proximité, et plutôt que de parler d'un lien direct, celui-là doit être démontré. Parfois, le lien entre les arts et la santé n'est pas toujours tout à fait évident, mais il y a une certaine affinité entre les deux qui, elle, demeure indéniable. Nous allons faire une pause et essayer de régler le problème un instant. Alors, pendant qu'on règle le problème, moi, je vous invite à nous dire qui vous êtes avec ce sondage-ci. Bonjour. Alors, je présume qu'on va tenter de continuer en dépit des problèmes techniques et on verra si c'est possible quand même d'avoir un webinaire qui sera intéressant et pertinent pour tout le monde. Donc, j'ai affiché un sondage pour savoir dans quel domaine chacun de vous travaille pour avoir une idée de l'éventail de gens que nous avons aujourd'hui avec nous. Donc, quelques personnes dans le domaine des soins de santé primaire, une personne dans les soins de santé secondaire, une personne en santé publique, tiens, très bien, 3 personnes dans les arts, 2 dans le domaine de l'art et de la santé et 4 personnes qui se déclarent autres. Pour les autres, vous pouvez employer la boîte de clavardage pour nous dire dans quel domaine vous êtes actif. Ça va m'aider ensuite à adapter les contenus du webinaire en fonction de vous. Donc, passons au domaine des arts et de la santé. Donc, le domaine de l'art, on le connaît relativement bien, mais l'art, c'est quand même relativement vaste. Il y a de très nombreuses disciplines différentes et la notion même d'art est comprise différemment par différentes personnes et pour certaines personnes, ça va aussi inclure l'artisanat, ça peut être la couture, le tricot, etc. Donc, ce sont vraiment de très nombreuses formes de manifestations artistiques et culturelles qui existent dans notre société aujourd'hui. Et chacune de ces manifestations-là peut avoir un lien ou un autre avec l'art, avec la santé, pardon. La santé, on la connaît beaucoup sous l'angle des soins de santé, mais la santé, c'est bien plus que ça. Ici, sur cette diapo, on vous montre la définition de l'Organisme mondial de la santé, qui présente la santé comme un état de bien-être physique, mental, social, émotif et spirituel, et non pas seulement comme une absence de maladie ou d'infirmité. Je tiens à préciser la portion qui parle de bien-être émotif et spirituel, ça ne fait pas partie de la définition de l'OMS, mais c'est quelque chose qu'on a rajouté parce que ça nous semblait plus justifié selon ce qu'on connaît avec la recherche sur l'art et la santé. La seconde définition, elle, se rapporte à la Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un document très important dans le domaine de la promotion de la santé et de la santé publique qui a été rédigé ici à Ottawa dans les années 90 et qui demeure encore une référence aujourd'hui et qui met l'accent sur l'importance pour les gens d'avoir un certain sens de contrôle sur leur vie pour pouvoir faire les bons choix qui vont leur permettre d'être en santé. Quant au secteur des arts et de la santé, on a ici une définition. Donc, c'est un domaine qui est tout à fait interdisciplinaire, qui est en croissance et qui va utiliser toutes les formes d'art, soit pour promouvoir la santé, pour prévenir la maladie, pour des fins thérapeutiques ou parfois pour bonifier la prestation de services sans nécessairement avoir des visées thérapeutiques, on va en parler, et aussi au niveau de la recherche.
L'art et la santé, on trouve ça absolument partout. On peut l'avoir bien entendu dans des établissements de santé, mais ça peut être aussi dans des établissements carcéraux, dans des lieux de travail, dans des écoles, et ça touche vraiment tout le monde. Les cas qu'on va regarder aujourd'hui vont surtout porter sur les jeunes et sur une clientèle âgée. Mais l'art et la santé peuvent être employés à toutes sortes de sauces, si on peut dire, avec des clientèles de tout âge et de tout milieu. Ici, on va regarder les différents sous-domaines des arts et de la santé. Ici, c'est une classification dont on s'est doté collectivement au sein du réseau des arts à la santé. Comme toute classification, elle est imparfaite puisqu'elle force différentes pratiques à entrer dans une boîte fermée, alors que parfois ça chevauche différents domaines, mais c'est, disons, le modèle qu'on a défini qui nous convenait le mieux pour l'instant. Je vais commencer par le coin inférieur droit. On va parler des arts en milieu de soins de santé parce que c'est sans doute ce qui est le plus connu. Et c'est le sous-domaine qui lui-même est décomposé en activités distinctes. Donc, il y a bien sûr la thérapie par les arts qui existe depuis longtemps. On peut parler de musicothérapie, de danse-thérapie, d'art-thérapie dans le cas des arts visuels. Et dans chacune de ces thérapies-là, on a affaire à des professionnels qui ont une formation en arts, mais qui ont une formation en thérapie par les arts et qui vont vraiment employer l'art pour des fins thérapeutiques. Mais tu as aussi d'autres utilisations de l'art qui sont moins, disons, axées sur des fins thérapeutiques précises, mais qui peuvent avoir des effets sur la santé et le bien-être des clients en milieu de soins de santé. Il y a tout le domaine de l'art et du design en milieu de santé. De plus en plus, les hôpitaux vont se doter de collections d'œuvres d'art, les nouveaux projets d'hôpitaux, on va intégrer la notion de design dans l'hôpital et s'assurer qu'il y a une présence d'œuvres artistiques dans l'hôpital parce qu'on reconnaît que ça a une incidence sur la guérison des clients. Et au-delà de ça, tu as aussi parfois une prestation de spectacle dans des établissements de soins de santé. Et ici, ça vise à divertir les patients, mais on reconnaît qu'il peut y avoir aussi des incidences sur leur bien-être et leur santé. Il y a aussi les programmes artistiques qui sont participatoires, où on va donner la possibilité aux patients, à leur famille et aussi parfois au personnel des établissements de soins de santé de participer à des activités artistiques pour le plaisir, la réflexion ou pour leur expression créative. Donc ça, c'est le sous-domaine des arts en milieu de soins de santé, c'est sans doute le plus vaste et le plus connu. Mais ce n'est pas tout. Pour ceux qui travaillent en promotion de la santé, vous êtes sans doute vraiment conscient qu'il ne peut pas se faire beaucoup de communication efficace en promotion de santé sans recourir au design graphique, sans recourir à la vidéo et à d'autres supports artistiques pour aider à faire passer le message. Ça peut sembler simple, mais encore là, ça démontre l'efficacité de l'art pour atteindre des objectifs non pas en santé, mais en communication qui ensuite vont avoir une incidence sur la santé. Les travaux de recherche axés sur les arts, il y a différents chercheurs qui vont parfois employer l'art comme outil de recherche pour aller acquérir des connaissances auprès de leur clientèle lors de recherches qualitatives, oui. Donc ça, c'est un autre domaine que je connais moins, mais que mes collègues connaissent beaucoup mieux. Il y a aussi l'art dans la formation des professionnels de santé, de plus en plus d'écoles de médecine et d'autres domaines professionnels de la santé vont intégrer dans leur cursus des cours d'art parce qu'on reconnaît que ça peut avoir une incidence pour aider les futurs professionnels à développer leur aptitude à l'observation, à l'interprétation et à l'empathie. Les arts récréatifs, ça c'est le domaine qui m'intéresse le plus, étant donné que je travaille dans le domaine de la diffusion du spectacle. La fréquentation d'événements culturels comme un spectacle ou à des galeries d'art, la recherche nous a démontré, on le verra bientôt, que ça a une incidence, du moins qu'il y a une forte association entre ces activités et différents indicateurs de la santé, notamment la santé autodéclarée.
Et donc, pour l'instant, on est au courant de ça, mais la question qui me titille beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on devrait en faire maintenant qu'on le sait? Est-ce qu'on doit définir nos politiques en santé publique en fonction de ça? Est-ce que les investissements en culture doivent être aussi entrevus sous un angle de santé publique et de promotion de la santé? Ce sont des questions hyper intéressantes qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui méritent d'être soulevées étant donné ce qu'on va voir en termes d'évidence dans la recherche. Enfin, le domaine qu'ici, on a traduit par art, promotion de la santé et prévention dans les collectivités, c'est quand même relativement complexe à traduire de l'anglais parce que ici, on parle d'art communautaire, qui est une notion qui existe du côté du Canada anglophone, mais qui sera davantage associée à la médiation culturelle au Québec et dans la francophonie canadienne. Donc, dans ce domaine-ci, les interventions vont être faites sous l'angle de la santé publique et des déterminants sociaux de la santé, très souvent. Donc, on ne va pas chercher à intervenir sur un enjeu de santé. On va pas chercher à attaquer un déficit particulier en santé, mais on va essayer d'intervenir sur des déterminants sociaux de la santé pour faire en sorte que les participants vont en retirer des bénéfices sur leur santé. Là, on a plusieurs personnes qui sont ici dans le webinaire aujourd'hui, qui sont du secteur des arts et qui ne savent peut-être pas ce que sont les déterminants sociaux de la santé. Alors, très brièvement, ce sont tous les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur notre santé, qui vont interagir entre eux et avec l'environnement et faire en sorte que certaines personnes vont se retrouver en meilleure ou en moins bonne santé. On parle notamment des réseaux sociaux, on parle de la qualité de l'environnement, on parle du milieu de travail. On parle aussi de facteurs comme la culture, comme le genre. On sait que si on fait partie de minorités culturelles, nos chances d'être en bonne santé sont moins grandes. Et tout ça, c'est lié à d'autres trucs. Donc, c'est un système où il y a différents déterminants sociaux qui sont interdépendants et qui ont une incidence sur la santé. Alors, c'est très bref, et pour ceux qui sont du domaine de la santé, pardonnez-moi d'avoir fait une introduction au bâclé sur les déterminants sociaux. Donc, passons maintenant à la recherche sur les arts et la santé. Donc, on dispose maintenant de plus de 20 années de recherche. Des recherches qui se sont penchées sur les arts participatifs, les arts réceptifs, et on a différents types de recherches. On a des recherches exploratoires, des enquêtes statistiques, des essais cliniques aléatoires, des études longitudinales. Il y a vraiment toute une diversité de recherche qui est disponible, dont la qualité, parfois, la fiabilité peut varier, mais certaines qui sont très, très, très solides. Aujourd'hui, dans ce que je vous présente aujourd'hui, il n'y a que des recherches dont les données ont été colligées dans la forme de l'art, si je peux dire, si je peux employer l'expression, et dont les constats sont difficilement réfutables. Alors, commençons par, avant d'aller dans ces différentes recherches-là, juste vous mentionner, Arts Health BC a lancé un groupe sur Mendeley, qui est dans le fond, un réseau social de recherche pour avoir une bibliographie partagée avec l'ensemble du secteur. Donc, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil parce que vous allez trouver dans Mendeley beaucoup plus de choses que ce que moi je vais vous partager aujourd'hui. Donc, l'an dernier, il y a eu un rapport qui est paru qui a fait un survol de l'ensemble de la recherche sur des recherches longitudinales sur les arts et la santé. Et bien sûr,
ce rapport-là s'est penché notamment sur une étude phare qui a été menée en 1996 en Suède auprès de 12 000 répondants, en fait de plus de 12 000 répondants. Alors, dans cette étude-là, on a pris des mesures de base en 82 et 83, et ensuite, on a pris des nouvelles mesures en 1996. Donc, l'objectif qu'on voulait vérifier, c'était le taux de survie entre ces deux périodes-là. Et les variables indépendantes qu'on a examinées, c'était les activités culturelles, et par là, on entendait le cinéma, les théâtres, les pièces de théâtre, les concerts, spectacles de musique et arts visuels. Et on a aussi examiné la lecture et la pratique de la musique. Et ce qu'on a trouvé, même en tenant compte des différents facteurs pouvant avoir une incidence sur la santé, on a trouvé que les personnes qui fréquentent ces activités-là, au moins une fois par semaine, vivent beaucoup plus longtemps que ceux qui les fréquentent rarement. Et ici, ça a été formulé à la négative. Finalement, on a dit que les personnes qui fréquentaient rarement ces activités-là avaient 57% plus de chances d'être décédées au cours de la période que ceux qui les fréquentaient le plus souvent. Donc, c'est une étude qui a pavé la voie à de nombreuses autres étude qui a été par la suite réexaminée pour en comprendre un peu plus le sens et puis pour tester s'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient être entrés en compte. Et quelques années plus tard, donc, on a repris la même étude et on l'a examinée sous l'angle des liens sociaux qui sont un des déterminants sociaux de la santé. Et même avec un modèle de régression qui tient compte des liens sociaux, les résultats persistent. Donc, les gens qui ont une fréquentation culturelle régulière avaient moins de chances de décéder au cours de la période. On a aussi tenu compte des gens qui peuvent avoir une condition préexistante avant le début de l'enquête, donc tous les décès qui se sont déroulés dans la première ou les 2 premières années de la période n'ont pas été pris en compte dans le calcul. Donc, c'est vraiment une étude solide et ça nous a amené finalement à nous poser beaucoup de questions. On observe qu'il y a un lien avec la longévité, mais pourquoi? Outre les recherches sur la longévité, il y a aussi eu des recherches qui se sont penchées sur la relation dose-effet. On s'est demandé, est-ce qu'il y a un lien direct, une relation linéaire entre la fréquentation culturelle et des bienfaits pour la santé? Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis en 2007 et celle-là, elle est intéressante parce que c'est une des rares études de ce type qui n'a pas été faite dans des pays scandinaves. La mesure qu'on a prise, c'était la santé autodéclarée, qui est une mesure très, très fiable qui est un proxy. C'est pas une mesure de santé, mais généralement, c'est estimé comme étant une mesure très, très fiable de la santé réelle des gens. Et donc, on a demandé aux gens s'ils avaient participé à différents types d'activités culturelles réceptives, comme aller à l'opéra, aller à la danse, aller voir des concerts, aller voir du théâtre, aller dans des galeries d'art. Et plus les gens fréquentent une grande diversité de ces activités-là, plus ils ont tendance à se déclarer en bonne santé. Et dans cette étude-là, on a trouvé une relation linéaire. Mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a quelques mois, quelques semaines, c'est en janvier, une étude australienne est arrivée, puis nous a dit, non, finalement, la relation pourrait ne pas être linéaire, parce que dans ce cas-ci, on a examiné le bien-être mental avec une échelle de mesure du bien-être mental, et on a demandé aux répondants de nous dire d'estimer le nombre d'heures d'activité artistique qu'ils faisaient par année, qu'on a ensuite dérivé par semaine, et on a trouvé que les personnes qui consacrent au moins 2 heures par semaine à des activités artistiques ont un bien-être mental nettement meilleur. Donc là, ici, on parle d'une différence qui est statistiquement significative, mais en bas de ce seuil de 2 heures, il n'y avait pas de différence significative par rapport aux gens qui avaient très peu de participation ou par rapport aux gens qui avaient une participation modérée. Donc, il semble y avoir comme un seuil à partir duquel les bienfaits semblent apparaître.
Donc, ici, ça vient un peu pas jeter un pavé dans la mare, mais ça nous confirme d'abord qu'il existe une relation dose-effet entre la pratique artistique ou la fréquentation culturelle et certains indicateurs de la santé, et que cette relation-là, elle n'est pas linéaire, qu'il pourrait y avoir un seuil, une dose minimum nécessaire pour en retirer des bienfaits. Mise en garde, une étude longitudinale qui a été menée en Suède nous a appris que ces effets-là sur la santé autodéclarée peuvent s'estomper dans le temps. Que si, lors d'une première mesure, les gens sont actifs, mais que lors de la deuxième mesure, ils rapportent ne plus être actifs culturellement, eh bien que les effets sur la santé autodéclarée ne seront plus là. Donc, ça nous amène donc à entrevoir une certaine approche de la posologie en santé. Tout ça est encore trop préliminaire pour qu'on puisse en tirer des constats qui seraient utilisables en matière de santé publique, mais ça démontre que la recherche progresse rapidement et qu'éventuellement, on aura des informations suffisamment fiables pour pouvoir informer une prise de décision en matière de santé publique. Donc, quelques considérations à propos de ces recherches-là. Il y a beaucoup de recherches qui vont mêler les arts réceptifs et les arts participatifs. Parfois, ils vont les étudier les deux, mais en ayant la capacité d'extraire les résultats pour l'un et pour l'autre. En règle générale, lorsqu'on parle des arts et de la santé, les gens ont tendance à présumer que de faire une activité artistique soi-même, pratiquer un instrument de musique, faire des arts visuels, participer à un groupe d'écriture, que ça aura davantage d'incidence sur la santé que le simple fait d'aller voir quelque chose puis d'être passif. La notion de passivité ici a vraiment teinté les préjugés que les gens peuvent avoir par rapport aux arts réceptifs. Mais la recherche, lorsqu'on l'examine, tend à démontrer le contraire. Lorsque des corrélations plus importantes pour l'un ou pour l'autre sont identifiées, c'est très souvent en faveur des arts réceptifs et non pas dans l'autre sens. J'ai prévu écrire quelque chose sur ce sujet-là, un article là-dessus, mais malheureusement, il n'est pas encore publié, mais c'est un truc sur lequel je vais publier quelque chose prochainement parce que j'ai envie de défaire les mythes à ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que il peut y avoir des effets plus forts pour l'un que pour l'autre, les effets, à mon avis, ne seront peut-être pas les mêmes. Et là, la recherche maintenant va devoir explorer quelle est la nuance entre les arts réceptifs et les arts réceptifs, quels sont les bienfaits distincts propres à chacun. Ensuite, j'ai parlé un peu plus tôt de la relation dose-effet. Donc, ces recherches-là se sont penchées sur la fréquence de la participation culturelle, donc sur la quantité. Mais peu de recherches ont exploré le lien entre la qualité de la participation culturelle et la santé. Et ça, c'est un domaine où même dans le secteur des arts, les mesures de qualité sont encore en train d'être définies avec précision. Mais dès qu'on aura des systèmes, des cadres statistiques pour évaluer la qualité d'une intervention artistique, ce sera très intéressant d'explorer dans quelle mesure la qualité intervient. Est-ce qu'il y a un seuil minimum de qualité nécessaire pour en tirer des bienfaits sur la santé? Sans doute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardoir. Je peux y répondre en tout temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est au Canada? On va regarder cette étude-là qui a été réalisée par Hill Strategy Recherche en 2013 à l'aide des résultats de l'enquête sociale générale de Statistique Canada. Et donc, on a trouvé ici, dans cette enquête-là, qu'il y avait une très forte corrélation entre la fréquentation culturelle et différents indicateurs de la santé et du bien-être. Donc, ici, on a employé l'enquête sociale générale de 2010 sur l'emploi du temps. Donc, c'est un sondage de 7500 Canadiens. Donc, c'est un très grand échantillon qui nous a permis d'aller creuser très, très profondément là-dedans. Donc, on a exploré là-dedans 18 activités culturelles et 8 indicateurs de la santé et du bien-être différents qu'on va voir à la prochaine diapositive. Et on a finalement trouvé qu'il y avait des liens, des corrélations statistiquement
significative dans 70% de ces recoupements possibles-là entre l'activité culturelle et ces indicateurs du bien-être. Ici, rapidement, je présente quelques résultats qui ont été extraits en employant un modèle de régression pour tenir compte des facteurs pouvant avoir une incidence sur la santé. Donc, dans le cas des galeries d'art, il y a, même en tenant compte de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur la santé, on constate qu'il demeure une incidence au niveau de la santé autodéclarée, donc 34% plus de chances de se déclarer en bonne santé et des taux plus élevés de bénévolat. Le théâtre, on va le voir plus en détail dans la prochaine diapositive, mais dans ce cas-là, c'est meilleure santé, bénévolat, plus grande satisfaction à l'égard de la vie, 30% plus. Il y a des retombées similaires pour les concerts de musique classique et de musique populaire. Dans le cadre des festivals, ce qui ressort, c'est les liens, les forts liens entre le bénévolat et la fréquentation de festivals culturels. Le théâtre, qui semble être la discipline qui, dans le cas de cette étude-là, avait les plus fortes corrélations. Je vous présente ici la diapo. On n'a pas le temps d'y aller en détail, puis de regarder l'ensemble de ces statistiques-là, mais je voulais vous mettre ça sous les yeux pour que vous voyez les différents indicateurs qui ont été pris en compte dans cette recherche-là. Il y a aussi tout un corps de recherche qui porte sur les arts et le vieillissement. Et l'étude phare à ce chapitre-là a été menée en 2007. Et donc, on a pris un groupe cible et un groupe témoin, puis on a pris des mesures à deux étapes. On a soumis un des groupes à différentes activités artistiques et on espérait, au niveau de l'équipe de recherche, de voir qu'il y aurait peut-être, au terme de l'étude, un déclin moins prononcé dû à l'âge. Mais ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que non seulement il y avait un déclin moins prononcé, mais il y avait même des améliorations. Sur plusieurs indicateurs de santé, il y avait une amélioration, moins de consultations médicales, moins de médicaments, meilleure santé mentale, et aussi on a vu de nombreux bienfaits sur la socialisation. Les résultats de cette étude-là ont été tellement étonnants, tellement renversants, que ça a donné lieu à une foule d'autres recherches en matière d'art, de santé et de vieillissement. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'une bonne partie des cas que je vais vous présenter ciblent une population âgée parce que la recherche est renversante et même si on ne se pas compte de la recherche, lorsqu'on voit les impacts sur les participants, ils sont tellement évidents que c'est très facile de convaincre les gens de se lancer dans des programmes d'art et de vieillissement. C'est important de faire une grosse mise en garde. Dans l'ensemble de ces études-là, on parle de corrélation. Donc, on établit un lien entre la participation culturelle ou la fréquentation culturelle et des indicateurs de santé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un lien de cause à effet. En fait, si ça se trouve, s'il existe un lien de cause à effet, peut-être que le lien de cause à effet peut être inverse. Peut-être que c'est le fait d'être en bonne santé qui amène les gens à avoir une fréquentation culturelle plus grande. Il y a beaucoup de recherches exploratoires qui ont été faites, recherches à petite échelle, notamment dans des milieux de travail, et aussi des recherches longitudinales qui nous permettent de croire que ce serait plutôt l'inverse, qu'il y aurait une causalité. Mais la causalité elle-même n'a pas été démontrée. Donc, comme on ne sait pas s'il y a une causalité, on n'est pas en mesure de savoir si c'est vraiment un lien de bienfait qui provient de l'art. C'est pour ça que là, maintenant, la recherche se penche beaucoup sur les différents liens sur les différents mécanismes qui pourraient sous-tendre une causalité. Alors, parmi ces mécanismes-là, je les présente brièvement ici. Donc, il y a beaucoup de recherches sur les notions de sentiment de contrôle et d'auto-efficacité, et ça a été notamment démontré auprès d'une population vieillissante. Donc, la fréquentation, la participation culturelle va avoir une incidence sur leur sentiment de contrôle, et ça, ensuite, a une incidence sur leur santé.
La socialisation, le capital social, donc tous ceux qui travaillent dans le domaine de la promotion de la santé et de la santé publique sont très au courant que le capital social, les liens qu'on a avec les gens dans notre entourage immédiat, avec nos voisins, le fait d'avoir un réseau de soutien social, ça a une incidence directe et très profonde sur la santé. C'est probablement le déterminant social de la santé le plus important. Eh bien, on peut présumer que le fait de mener des activités artistiques en groupe, que ce soit des activités créatives ou des activités réceptives, va permettre une certaine socialisation et du coup entraîner des effets sur la santé. Cependant, comme j'ai mentionné plus tôt, certaines études ont cherché à tenir compte du lien social et même en faisant des modèles de régression, il semblerait exister quelque chose de résiduel. Donc, soit la socialisation contribue à des bienfaits potentiels, mais elle ne pourrait pas être la seule explication. Au niveau de la cognition, il y a différentes recherches qui ont démontré des liens notamment entre la musique et les mécanismes de récompense, de motivation et de plaisir. Donc, les mêmes mécanismes qui assurent la survie de l'espèce grâce à la reproduction et l'alimentation. Lorsqu'on écoute de la musique, par exemple, ça va activer tous nos circuits dopaminergiques qui sont nécessaires pour la motivation. Alors, est-ce que ça peut être certains de ces mécanismes-là qui vont engendrer des bienfaits pour la santé? Peut-être. Ensuite, il y a tout le vaste domaine de la psychoneuroimmunologie, où là, on a une recherche qui est encore en pleine croissance. On a notamment trouvé, par exemple, des liens entre la musique et l'immunoglobine A dans la salive, qui est un de nos premiers mécanismes de défense immunitaire. Des liens aussi avec l'écoute de la musique et les taux de lymphocytes NK. Des liens avec l'écoute de la musique et l'interleukine 6, qui est un cytokine. Les cytokines, ce sont des protéines qui vont gérer, qui vont administrer les réactions inflammatoires dans le corps. Elles peuvent être pro-inflammatoires, elles peuvent être anti-inflammatoires, mais si elles sont en trop grande quantité, ça va mener des problèmes inflammatoires qui peuvent avoir une incidence sur des choses comme le diabète, les maladies du cœur et même la dépression. Donc, lorsque la musique aide à agir comme aide ce médiateur de l'inflammation à avoir un taux optimal, ça peut avoir une incidence sur l'ensemble de ces choses-là. De même, au niveau de tous les différents médiateurs du stress, le cortisol, les bêta-endorphines, on remarque aussi que la musique peut avoir un effet sur ces différents marqueurs-là. Enfin, il y a le domaine de l'épigénétique qui est hyper intéressant. Alors, dans l'épigénétique, on se concentre sur le matériau génétique qui n'appartient pas au génome. Donc, on s'en va dans l'enveloppe du génome. Et c'est un matériel qui peut être modifié par l'environnement, mais qui va quand même être transmis aux générations suivantes. Donc ça, ici, la recherche, elle est très embryonnaire, mais c'est un domaine qui peut être vachement intéressant, notamment auprès de la santé publique, parce que si on trouve des façons d'agir sur l'environnement des personnes qui vivent dans des milieux difficiles et éviter que certains marqueurs épigénétiques soient transmis de génération en génération, on peut parfois briser des cycles des cycles liés à certaines maladies mentales, à certaines conditions sociales. Donc, ça présente un potentiel énorme. Par contre, ici, la recherche est encore, comme j'ai dit, très embryonnaire. Au niveau de la neuroplasticité, ça c'est un domaine où la recherche est beaucoup plus solide. Aujourd'hui, on a de nombreuses études qui démontrent des liens entre la pratique artistique, et là ici on parle davantage de la pratique que de la fréquentation, donc des liens entre la pratique artistique et la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à passer par différents chemins neuronaux pour faire cheminer l'information. La capacité du cerveau à établir différents liens entre les synapses. Donc, cette neuroplasticité-là, elle peut avoir
un caractère déterminant dans le vieillissement lorsqu'il y a une dégénération au niveau du cerveau, que ce soit lié à la démence ou à autre chose. La neuroplasticité peut permettre au cerveau de court-circuiter des circuits brisés en passant par d'autres circuits. Donc, quelques ressources avant de passer à la période de questions et réponses. Ici, c'est un document qui a été produit au Québec dans le cadre de l'agenda 21C. Donc, c'est un guide qui contient plusieurs conseils pour appuyer la mise en œuvre d'initiatives artistiques en milieu de soins et de services sociaux. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on reconnaît la valeur intrinsèque de l'art, c'est-à-dire on ne veut pas assujettir l'art à des fonctions purement utilitaires. On reconnaît que l'art en soi, c'est important, mais on voit que l'art peut avoir un effet important sur la dédramatisation et l'humanisation du milieu de soins de santé. Parmi les pistes là-dedans, on insiste sur l'importance d'offrir un produit artistique de qualité, de faire appel à des sources externes de financement plutôt que d'utiliser le financement qui vise les soins de santé. Tenir compte du contexte, préparer le terrain, notamment au sein des équipes dans les établissements de soins de santé pour pas qu'ils aient l'impression que le projet leur est parachuté. Avoir un porteur de dossier, un médiateur culturel au sein de l'établissement peut faire une grande différence. Et enfin, recourir à des outils graphiques ou vidéo pour pouvoir raconter l'impact, l'incidence de ces programmes-là fait une grosse différence. Et ici, je vous ai fourni un lien, cette vidéo-là, Art et culture à l'hôpital, qui atteint incroyablement bien cet objectif-là, où on voit les gens qui sont touchés, transformés par des activités artistiques dans l'établissement de santé. Une autre vidéo qui a été produite dans le cadre de l'agenda 21C avec Culture pour tous, avec l'UQAM et le Canal Savoir Télé-Québec. Et je reconnais ici, je tiens à mentionner Eva qui a participé à ce projet-là. Donc, un documentaire que, sans vous en parler ici, présente certains cas, notamment l'emploi de trompe-l'œil pour faire des interventions auprès d'une clientèle âgée. On voit l'exemple ici, ou l'emploi de marionnettes au lac Saint-Jean. C'est disponible, donc vous pourrez aller voir à votre guise. Alors, je vais passer rapidement à la suite, puisque le temps commence à filer vraiment rapidement. Donc, un des exemples que j'aime bien, c'est la Société pour les arts en milieu de santé qui a été établie selon un modèle qui avait été lancé au Canada anglophone, d'abord en Colombie-Britannique, ensuite dans les autres provinces. Dans ce programme-là, on présente des concerts dans des centres de soins de santé de longue durée. Donc, à une clientèle âgée qui n'a pas la capacité de se déplacer pour aller dans des salles de spectacle. Et l'activité, elle est absolument pas entrevue sous un angle thérapeutique. L'intention initiale des gens qui ont créé le programme, c'était vraiment d'offrir des expériences artistiques d'une qualité exceptionnelle à des gens qui autrement ne pourraient pas y avoir accès. Et donc, ce programme-là, il va être adapté au public. Il va y avoir donc une animation de la part de l'artiste, mais aussi une communication avec les responsables de l'établissement de soins de santé pour connaître les gens qui sont là-bas et parfois intégrer des demandes spéciales dans le concert pour faire en sorte que les gens aient vraiment une expérience qui soit personnalisée pour eux. Je mets aussi encore là, ici, un lien vers une vidéo de présentation parce que si vous n'êtes pas entièrement convaincu ou si vous avez besoin de convaincre des gens, ces courtes vidéos-là peuvent faire des merveilles parce que quand on voit l'incidence sur les gens, c'est vraiment touchant et ça donne envie de s'impliquer dans des programmes de ce type-là. Ici, un exemple du côté de l'Ontario, puisqu'on travaille avec Réseau CS et l'Ontario français aujourd'hui principalement, sans pour autant, bien sûr, exclure le reste des participants qui viennent d'autres provinces. Donc, l'École nationale de ballet du Canada a lancé le programme Sharing Dance, donc qui vise à promouvoir la santé par la danse. Ce
programme-là comporte deux volets en lien avec le vieillissement. D'abord, un volet aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et ça, j'ai pas parlé de tout ce domaine-là de la recherche, mais la recherche par rapport à la danse et le Parkinson, c'est magique ce qu'on peut observer comme résultat chez les patients. Des gens qui ont à peine une capacité à marcher, qu'on arrive tout d'un coup à faire danser, que les tremblements cessent. Parce que, et là, ça fait sans doute appel à la plasticité cérébrale, comme je l'ai parlé plus tôt, comme si tout d'un coup, le cerveau utilise d'autres circuits neuronaux pour permettre un mouvement qui n'était plus possible. L'École nationale de ballet du Canada a aussi un programme de recherche maintenant sur la danse et la démence avec Baycrest. Donc ça, c'est en développement, puis il y aura des rapports de recherche, mais sûrement des programmes d'activité qui vont ressortir de ça. Je ne pourrais pas aussi passer sous silence le programme de danse-thérapie au Grand Ballet canadien à Montréal, puisque le directeur de ce programme-là, Christian Sénéchal, est un bon ami, aussi un membre du conseil d'administration du Réseau des arts et de la santé. Cependant, comme aujourd'hui on est en Ontario, je souhaitais mettre de l'avant un cas de l'Ontario. Ici, peut-être un équivalent au guide qui a été fait avec le CHUM et l'agenda 21C, mais fait à Vancouver. Donc, une série de guides en anglais, mais qui sont très, très bien conçus pour permettre à des gens de bâtir des programmes d'art communautaire. Ici, donc, on est peut-être moins dans l'intervention nécessairement en milieu de santé, mais dans la communauté pour employer l'art pour briser l'isolement social et intervenir au niveau des déterminants sociaux de la santé. Ici, on est peut-être moins dans art et santé avec T422 puis Dance Arts Program, mais des programmes qui visent à la fois des interventions auprès d'une population vieillissante qui fait face à des défis de santé, mais aussi des défis d'accès à la santé. Un programme qui est aussi intergénérationnel. Enfin, on a parlé beaucoup ici de programmes qui sont dans des milieux de santé, mais il y a le modèle des cultures du cœur qui, lui, ne se déroule pas dans un contexte de milieu de santé, ou peut-être, oui, au niveau du travail social, et qui ne vise pas nécessairement une clientèle âgée ou jeune, mais des personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui vivent des défis d'exclusion sociale. Donc, dans ce programme-ci, on leur donne accès à la culture, on leur fournit des billets de spectacle gratuits. C'est un modèle français qui a été implanté au Québec. On travaille avec des partenaires qui sont en relation avec ces clientèles-là, des banques alimentaires, CLSC et autres, et aussi avec des organismes culturels qui, eux, vont fournir l'accès à la culture gratuitement. Tout ça va être facilité par le travail d'un médiateur culturel qui va encadrer les participants au programme et leur donner donc ainsi accès à la culture et leur permettre de voir autre chose que les limites de leur vie lorsqu'on fait face à des défis d'exclusion sociale, de pauvreté. On ne perçoit pas le spectacle comme étant quelque chose qui peut être une option pour soi. C'est quelque chose qui n'est même pas en entrevue, puisqu'il y a des barrières au niveau du coût du billet, il y a des barrières au niveau de la perception de l'événement comme n'étant pas destiné à soi. Ce programme-là cherche à briser toutes ces barrières-là. Ici, j'ai mis le lien vers une étude de cas qui vous permettra d'en apprendre davantage. Enfin, il y a un mini-documentaire sur l'art et la santé qui a été fait par ArtSouth BC et ArtSouth Network Canada, que vous pouvez aller voir en cliquant sur ce lien-ci. Je pourrais vous envoyer les liens aussi suite au webinaire si vous souhaitez voir ce mini-documentaire-là et le partager. La cartographie, rapidement, donc c'est une cartographie que vous pouvez employer vous-même pour faire connaître vos activités en art et santé à vos collègues du reste du Canada. Un outil qui est très utile pour les gens comme moi qui ont besoin de savoir ce qui se fait sur le terrain. Il est presque midi, alors j'y vais rapidement. Dernier sondage.
On va aller au bon sondage, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste? Alors, à vous de répondre à ces questions-là, à cette question-là. Tout à fait, un peu, pas du tout. Donc, tout le monde s'estime un peu artiste. Et c'est bien tant mieux, parce que lorsque vous irez voir les vidéos que je vous ai partagées et que vous verrez des gens qui sont parfois alités à l'hôpital et qui dansent avec un chorégraphe, vous réaliserez que finalement tout le monde peut être artiste et qu'on peut danser dans toutes sortes de circonstances. Ce qui m'amène à citer ce motto de la compagnie Propeller Dance à Ottawa: si vous pouvez respirer, vous pouvez danser. On arrive maintenant à la période de questions et discussions. Je suis conscient qu'il est midi, donc si vous devez aller luncher, vous pouvez y aller maintenant. Si vous souhaitez demeurer avec nous pour la période de questions et de discussions, je vous encourage à rester avec nous puis pour pouvoir partager vos expériences, bien entendu, parce que certains d'entre vous êtes des praticiens dans le domaine des arts et de la santé. Alors, ce serait intéressant qu'on puisse entendre ou plutôt lire vos expériences et profiter des compétences et des expériences que vous avez acquises. Pendant que les premières questions apparaissent dans le clavardoir, moi je vais retourner à cette diapositive-ci, qui, sans doute, au terme de l'ensemble de la recherche et des cas que je vous ai présentés, vous semble davantage plausible qu'au tout début du webinaire, j'espère. Et je voulais aussi mentionner que depuis septembre 2015, donc les médecins de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec prescrivent maintenant des cubes énergie à leurs patients dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper génial, mais j'aimerais quand même qu'on garde en tête que l'activité physique n'est pas le seul moyen d'augmenter les niveaux d'énergie, puisque des études menées en milieu de travail ont démontré que l'offre d'activité artistique à des travailleurs en milieu de travail a une incidence positive sur leur fonctionnement social et sur la vitalité des employés. Et là, je pourrais vous envoyer encore là un lien à ce sujet-là. En fait, le lien va apparaître, je pense, sur une de mes prochaines diapos. Et aussi, la prescription des cubes énergie, ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle en anglais le social prescribing. Il n'y a malheureusement pas encore, je n'ai pas trouvé de traduction pour ce terme-là en français. S'il en existe une, je vous serais gré de la partager dans le clavardoir. Donc, le social prescribing, c'est l'idée qu'on peut prescrire des activités telles que des clubs de hobby, tricot, horticulture ou autres, des groupes de lecture ou des activités artistiques. Ça va se faire généralement avec l'aide d'un relais, donc un organisme tiers qui va mettre le patient en relation avec différentes options d'activités sociales dans la collectivité. Et de là est né aussi le domaine ou plutôt la mouvance de Arts on Prescription, l'art sous prescription, qui est une forme de social prescribing, qui encore là utilise un système de référence vers des activités artistiques participatives et de nature communautaire. C'est encore un domaine jeune et on n'a pas encore beaucoup de recherches sur l'efficacité de ces programmes-là, mais c'est en développement. Ça se fait, il y a quand même suffisamment de recherche à ce niveau-là pour que ça soit en cours au Royaume-Uni et dans des pays scandinaves. D'accord, et je rappelle, Patrick, que c'est possible de télécharger les informations, la présentation, ici même, à droite, à votre droite. Et aussi, vous pouvez continuer la discussion sur Twitter en utilisant le mot-clic art et santé, art sans S, art et santé. Julien?
Tu allais dire quelque chose? Ben, écoute, merci Patrick, j'étais sur le point de faire, de nous diriger vers la conclusion. Mais pour moi, cette prescription-là, elle est intéressante parce que elle nous présente l'art comme étant l'un des outils auxquels on peut recourir pour avoir un mode de vie qui est sain. Et chaque personne a des aptitudes, a des intérêts différents. Et pour chaque personne, l'accès à un mode de vie sain peut se faire par différentes portes d'entrée. Pour certaines personnes, l'activité physique, c'est quelque chose pour lequel ils ont une affinité et ça fonctionne tout à fait bien. Pour d'autres, moins. Alors, est-ce que l'art pourrait être une porte d'entrée vers un mode de vie sain et éventuellement diriger les gens vers l'activité physique? Moi, c'est du moins une chose que j'aime, je me permets de croire, faute d'avoir de la recherche pour le prouver, mais c'est un domaine sur lequel je me penche pour essayer justement de monter des modèles qui pourront être employés. Donc, un commentaire de Eva, c'est une compilation que tu as faite, ça va être utile. Merci pour l'association avec Arts Art Network. Ça fait très plaisir, Eva. Pour terminer, quelques liens utiles, donc le site de Arts Art Network, où vous pourrez notamment vous abonner au bulletin, qui est en anglais, malheureusement, je suis désolé. Le site de ILSADJ Recherche, où il y a une compilation de recherches sur les arts et la santé. Ici, je vous remets le lien vers le guide « Introduire l'art et la culture en milieu de soins de santé et services sociaux ». Ensuite, quelques publications de CAPACOA, donc nos données statistiques sur les arts et la santé que j'ai traduites en français, celle-ci. Un billet que j'ai écrit récemment sur les liens entre la musique, le sentiment d'émerveillement et les cytokines. Et ensuite, un autre lien vers la musique en alternative aux médicaments. Donc, voilà, je vous laisse consulter ça à votre guise. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'ai mis mon adresse électronique ici. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de ressources additionnelles, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous aider. Merci, Julien. Merci. Frédéric. Pardon, merci Frédéric. J'arrête pas de dire. Merci Frédéric pour cette excellente présentation. Merci à tous nos participants. Encore une fois, la présentation est disponible à votre droite. Et aussi, vous pouvez continuer la conversation, la discussion sur Twitter en utilisant le mot-clic art et santé. Et je suis sûr que c'est aussi enregistré, pas vrai, Sylvie? Donc, vous aurez aussi la chance de pouvoir retourner sur le webinaire ou envoyer un collègue, le partager avec un collègue, parce que ce sera sur notre site web à réseaucs.org. En tout cas, écoutez, merci encore une fois. Si vous voulez nous rejoindre, nous, les OCS, vous avez sur l'écran nos coordonnées, réseaucs.ca, et aussi, vous pouvez nous contacter aussi par téléphone au 416 847 1575 et ou utiliser un téléphone sans frais, utilisez le 1 855 847 1575. Merci à vous tous, merci Frédéric, encore une fois pour cette magnifique présentation. Et on continue la collaboration. Et merci à tous les participants, merci à toi Sylvie. Et bon après-midi à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. The leader has disconnected. The conference will be terminated in 5 minutes.